Pour Cécile, la journée a été longue. Elle a enchaîné les interventions. En moyenne, une dizaine par jour. Et ce n'est pas tout. Entre deux sorties avec le SAMU, elle soigne aux urgences. Et aujourd'hui, elle n'a eu que des cas compliqués. Putain, CRP à 223. Une situation qui finit par peser après 7 ans de métier. Il n'y a aucun de mes patients qui va bien. Ils ont tous des choses graves, quoi. On est aux urgences. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des fois, ça fait du bien d'avoir des gens qui vont pas trop mal. Alors quand vient l'heure de la pause café, les équipes en profitent pour partager les difficultés, mais aussi les anecdotes. Tu me crois si tu veux. Elle arrive, et puis elle dit ouais, vous voyez, je viens de faire des courses. Puis elle était défoncée, quoi. Puis j'ai des trucs qui sont congelés, vous avez pas un congélateur? Si, j'en ai un, madame. Et puis, ah bon? Elle met ça à la morgue. Elle me trouvait ça drôle. C'est très très important de pouvoir partager aussi notre ressenti, nos expériences sur une intervention, surtout quand des fois ça se passe pas très bien. Puis ça permet un peu de dédramatiser certaines situations qui sont dramatiques, qui sont parfois souvent difficiles à vivre. Pour Cécile, la journée prend fin. Après 24 heures d'une garde effrénée, elle va pouvoir rentrer chez elle et recharger ses batteries auprès de sa famille. À Niort, une nouvelle journée commence. Il est à peine 8 heures, la ville se réveille. Et les pompiers sont à nouveau mobilisés. Cette fois en périphérie de la ville. De violentes rafales de vent frappent le département et elles vont occasionner quelques catastrophes. Christophe est envoyé sur une urgence. Donc on part sur un accident de la circulation, une moto seule, sur la bretelle de l'accès à l'autoroute A10. Je suis à l'adresse indiquée. Je vois un motard qui a fait une chute seul avec un membre inférieur coincé dans la rambarde de sécurité. Les conditions de circulation sont difficiles. La pluie et des rafales de vent très fortes ont été fatales à ce motard. Il a perdu le contrôle et tapé la barrière de sécurité. Il est conscient, mais son pied est coincé dans la rambarde. Préparez le jeu de cale et on cale en même temps. Véritable sécurité pour les automobilistes, ces rambardes peuvent être dangereuses pour les motards. Depuis des décennies, les associations de deux roues militent pour leur retrait. Donc Romain, tu prends buté en haut et tu écartes sur le bas. D'accord? Et celle-ci, forcément, ne bougera pas. Non, c'est le dessous qui va venir, je pense. On va y aller petit à petit. Si les barrières se déboulonnent, elles risquent de partir comme un ressort. Elles pourraient blesser tout le monde et sectionner le pied du motard. Les secours prennent toutes les précautions. Tu veux sectionner le pied, toi? Bah oui, c'est pour. On va la mettre la telle. Parce que le taxi. Le SAMU est déjà sur place. C'est Mathieu, un médecin urgentiste de 37 ans, qui prend l'homme en charge. Après 8 ans de carrière, il connaît les risques de ce genre d'accident. Les températures sont très basses, il doit rapidement mettre le blessé au chaud, sinon son cas pourrait s'aggraver. Il faut le sécuriser parce qu'elle est quand même instable. Un tout petit peu parce qu'on est sécurisé. C'est bon. On fera le bilan du pied dans le camion. On le met comme ça parce que là il va se refroidir. On peut y aller. C'est bon? Ouais, pour moi c'est bon. On y va doucement et on cale au fur et à mesure, messieurs. Pour écarter progressivement les deux rails de sécurité et libérer le pied, les pompiers utilisent cette énorme pince. Et ils n'ont pas le droit à l'erreur. S'ils ripent, ils pourraient aggraver la blessure. Calez fort, messieurs. Calez fort, faut pas que ça arrive. On y va? Allez. Seb, tu regardes si le pied il vient avec ou pas? Parce que le dessous il est pris dans la chaussure. La concentration est intense. Après quelques minutes d'effort, le pied est libéré. Si vous le laissez glisser, le pied vient vers vous. C'est bon. Là on l'extrait et puis on l'emmène au niveau de la douleur. Ça va monsieur? Donc pour l'instant on reste comme ça. Pour limiter la douleur, le motard a reçu des antalgiques puissants, des médicaments qui lui occasionnent des vertiges. Avec le médac, Ça va? Ouais, ça tourne un peu? Ouais. C'est fait exprès, ne vous inquiétez pas, hein. D'accord? le brancard arrive. Là on a extrait la jambe et puis on vous emmène dans le camion pour pas vous refroidir. Là c'est un bilan surtout pronostic fonctionnel, parce que sur le plan vital il n'y a pas de défaillance. Par contre sur le plan du pied il faut qu'on fasse le point et qu'on enlève la chaussure, qu'on fasse le point tout dans le camion. On sera en lieu sécurisé. La chaussure du motard a été déchiquetée.
Une fois enlevé, le médecin peut enfin constater les lésions. On a surtout une plaie avec un délabrement en fait, avec du contact osseux là. On n'a pas vraiment de fracture, il y a une perte de substance. La peau par endroits a été arrachée. Certains os sont à vif. Le médecin craint que le pied ne soit sérieusement blessé. Vous arrivez à bouger les... Attendez, je sais pas. Allez-y, bougez. Ouais, super. C'est bon signe. Le motard parvient à bouger ses orteils. Mais Mathieu redoute une rupture des nerfs ou des vaisseaux sanguins qui laisseraient des séquelles. Ouais, il bouge, super. Vous sentez là quand je le touche ou pas? Ouais, bien sûr, ça Vous sentez bien? D'accord, ok. Le pied, il faut qu'on l'évalue, mais ça passait bien au niveau circulation. C'est juste le 5e orteil là, qui est un peu critique. Il faut voir s'il n'y a pas une artère qui a été lésée. Mais là, vous allez avoir quand même un bilan global chirurgical. Il n'y aura pas forcément d'intervention, mais une bonne détertion pour laver le pied, laver le corps étranger. Les os du pied sont à vif. Le risque d'infection est important. Mais le médecin se méfie aussi de lésions internes, qui souvent passent inaperçues. Ça a tapé quand vous avez tapé le sol? En fait, la tête, ça n'a pas tapé, le dos, ça n'a pas tapé. Par contre, l'épaule, ça a cogné. Ouais. Et maintenant, après, quand le choc est passé, c'est vous pouvez avoir une bande des poumons que je commence à sentir. D'accord. Celui-ci. Ok, allez-y, vous allez vous allonger. Cette douleur est suspecte. Elle cache peut-être une lésion pulmonaire. Inspirez. Pour ne pas perdre de temps, Mathieu utilise un échographe portable pour inspecter les poumons. Là, on regarde s'il n'y a pas de pneumothorax, de l'air au niveau du thorax. Ok. Pas de lésion dans le thorax. Pour ne rien laisser au hasard, Mathieu inspecte aussi le ventre, à la recherche d'éventuels saignements. Donc là, on regarde s'il n'y a pas d'épanchement intra-abdominal. Donc on n'est pas dans un cabinet de radiologie, hein, on est dans... Donc c'est pas si facile que ça. Et en plus, ça bouge. Et a priori, il n'y a pas de sang. Rien à signaler là non plus. Là, on est sûr qu'il n'y a pas de lésions traumatiques de type thorax et de trauma abdominal en fait. Donc on est rassuré avec l'échographie. Le motard se rendait à un entretien d'embauche à Niort quand il a eu son accident. Conducteur de 2 roues expérimenté, il n'en revient toujours pas. C'est dingue, hein. Franchement, là, je vais pas vite. Nous, on en voit tellement beaucoup des motards, donc ça freine pour faire de la moto justement. On a souvent des bilans lésionnels un peu catastrophiques quoi. Mais un motard, c'est difficile de le freiner. Non, après, j'arrêterai pas, mais c'est vrai que la prochaine fois, même si je roule pas vite, il y aura encore moins vite. Une allure modérée qui lui a peut-être sauvé la vie. Car le jeune homme s'en sort bien. Les radios ne révéleront aucune fracture, ni blessure grave. Mais bon, c'est fait. Le blessé sortira le soir même de l'hôpital. L'année dernière, près de 14 000 motards ont été blessés et 620 sont morts sur les routes de France. À Niort, la météo continue de se déchaîner. Une pluie torrentielle s'abat sans discontinuer sur le marais Poitevin. Et elle va donner du travail aux pompiers. À la caserne, Arnaud se prépare pour une intervention peu ordinaire, car plus de 40 vies sont en jeu. Donc là, on part sur la commune du Talus, sur un lieu-dit pour 40 brebis qui sont encerclées par les eaux suite aux inondations. Donc on va voir sur place ce qu'on peut mettre en place ou les sortir ou les mettre en sécurité. Ce ne sont pas des vies humaines, mais les pompiers prennent aussi ces opérations très au sérieux. Un troupeau entier pourrait se noyer. Arnaud fait partie de l'équipe nautique, une unité spécialisée, habilitée pour ce genre d'intervention. Pourquoi vous vous mettez en combinaison? Vous allez plonger? Non, on va pas plonger, mais on va être probablement obligé d'évoluer dans l'eau. Arnaud et son collègue, Victorien, roulent sous une pluie torrentielle. Tous les cours d'eau ont quitté leur lit. Des crues que les pompiers surveillent attentivement, car elles commencent à menacer les routes et les habitations. Les nappes sont gorgées depuis tout l'hiver en fait, parce qu'il a plu énormément tout l'hiver. Donc ce qui tombe à chaque fois, forcément, ça ruisselle systématiquement. Et ça fait 3 à 4 fois que le niveau d'eau monte fortement, comme aujourd'hui, sur le secteur. Habituellement, le Touet, un affluent de la Loire, s'écoule tranquillement au fond de ce vallon. Mais depuis quelques jours, il a envahi la prairie et les brebis se sont fait piéger. Avant de se lancer à l'eau,
les pompiers mettent sur pied un véritable plan de bataille. Ils savent qu'une rivière en crue est dangereuse, pour eux comme pour les bêtes. Nous sommes ici. Ouais. On a 46 brebis ici sur un îlot de terre isolé, mais elles sont obligées d'emprunter le Touet pour sortir. Donc le problème, dès qu'on s'en approche, elles remontent et elles filent dans le Touet. Et monsieur pourrait nous... Les pompiers craignent que les brebis ne se jettent dans la rivière en les voyant. Victor alerte l'agriculteur sur les risques de l'opération. Il pourrait perdre tout son troupeau. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce que les 46 s'y mettent à l'eau? Parce qu'on sait très bien que s'il y en a une qui s'y met, voilà, les 46 vont s'y mettre. Bien ça. Et là après, nous on est incapable de les rattraper. C'est bien pour donc ça. Il y a deux choses, il y a une chose qu'il faut évaluer qui est super importante, c'est est-ce que le jeu en veut la chandelle, si vous voyez bien ce que je veux dire. Parce que si elles sont aujourd'hui plutôt en sécurité sur un îlot, ah ben si l'eau monte pas, elles sont en sécurité, mais moi ça j'en sais rien. La solution c'est de sortir la première pour que les autres suivent, quoi, mais dès qu'on s'en approche, elles remontent dans l'eau. Ouais. On va aller voir ça. C'est en allant nourrir ses bêtes au petit matin que l'agriculteur s'est aperçu qu'elles étaient en mauvaise posture. Les brebis ont l'habitude quand il fait mauvais temps de se mettre sous le pont. Et puis là, ben, je me suis pas méfié qu'il y aurait tant d'eau cette nuit, et puis elles se sont mis à l'abri et puis elles ont été encerclées par l'eau. C'est fréquent comme ça que vous ayez autant d'eau? Ben non, ça arrivait, mais il y a très longtemps. Le problème, c'est que la crue se poursuit. Elle a bien monté l'eau depuis qu'on est arrivé, parce que c'était presque à pied sec les brebis. Le risque est que le troupeau panique et se jette à l'eau. Aucune brebis n'y survivrait, car le courant a été mesuré en amont à plus de 100 mètres cubes par seconde, 50 fois son débit habituel. Alors les pompiers doivent faire preuve de la plus grande vigilance. C'est une spécialité dangereuse parce qu'il y a des choses que l'on voit, il y a des paramètres physiques que l'on voit, la vitesse du courant, et il y a aussi tout ce qui se passe sous l'eau. et c'est surtout qu'on ne voit pas où est-ce qu'on met les pieds ou les mains, parce que l'eau est très trouble. Il peut y avoir des barbelés, il peut y avoir, on peut s'accrocher, donc oui, il y a des risques. Pour prendre le moins de risques possible, Victorien et ses collègues utilisent ces flotteurs. Mais même avec leur aide, ils ont beaucoup de mal à remonter le courant. Leur plan, encercler le troupeau pour le guider ensuite le long de la berge. Victor, vous gérez les deux petits passages là. On va se répartir par ici. À la vue des hommes en combinaison orange, les brebis sont inquiètes. Les hydrospines, non? Si elles paniquent et se jettent à l'eau, les pompiers ne pourront rien faire. Le propriétaire tente de les appâter avec un seau de céréales. Mais il est stressé. C'est qu'un bon pierre-pied, là. Si ces bêtes se noient, c'est la catastrophe pour lui. Mais il réussit à attirer la meneuse et le troupeau suit. Vous longez bien la berge, là, j'essaye surtout droite, pas me casser la gueule. continuez comme ça. Pour le moment, tout le monde suit. La manœuvre fonctionne. Les brebis suivent le paysan jusqu'à la berge. Elles sont sauvées. Ok, impeccable les gars. Ouais, c'est une bonne opération. Un agriculteur un peu mouillé, voilà. Après, mécontent, je pense. On a sauvé 43 vies. Même si c'est des animaux, c'est le but de nos missions. Le sauvetage de personnes, sauvetage d'animaux, sauvetage de biens. Donc pour nous, c'est des missions agréables à remplir. On réintègre le matériel. L'agriculteur est soulagé. Merci bien, merci à tout le monde. Je trouve que ça s'est très bien passé, parce que je le sentais pour, sincèrement, c'était pas gagné d'avance. Vous avez retrouvé le sourire? Oui, enfin on sait jamais comment que ça va se dérouler, c'est surtout ça. Mission accomplie pour les hommes de l'équipe nautique. Les interventions comme celle-ci sont une bouffée d'oxygène pour ces pompiers habitués aux pires situations. Alors à force d'affronter les difficultés ensemble, des liens d'amitié très forts se créent entre eux. Quelques jours après avoir sauvé la vie des brebis, Arnaud et son collègue Alex profitent d'une accalmie de la météo pour découvrir quelques coins de pêche, leur passion. On va essayer d'aller dans le petit bras au-dessus là. Bon Alex, je compte sur toi pour attraper le gros. Oui, bah, ça c'est sûr que c'est moi qui vais l'avoir aujourd'hui. Regarde dedans, une belle perche. Une amitié née pendant les longues gardes passées ensemble et qui s'est scellée le jour où ils ont failli mourir tous les deux. Moi, il m'est arrivé, tous les deux, une fois une intervention où ça a été chaud pour nous. Ce serait pas dans un moulin?
C'était une situation où on a failli se noyer. Et en fait, on s'est retrouvé, alors pour ma part, aspiré dans la travée du moulin. Donc je me suis retrouvé suspendu à la corde, plaqué au fond, donc en apnée. Par chance, j'ai réussi à sortir de l'autre côté du moulin. Puis j'ai crié à Alex que j'étais sorti et que surtout il ne s'engage pas dedans. Et puis là, j'ai vu ces lumières de casque arriver et prendre le même chemin que moi. Ce jour-là, on aurait pu rester tous les deux. Ouais. Ce genre d'intervention, ça tisse forcément des liens parce qu'on a vécu les mêmes choses au même moment dans la même galère. Des galères qui les unissent tous au sein d'une grande famille. Et ceux que les pompiers surnomment les Blancs, les équipes du SMUR, en font aussi partie. Une solidarité dont Christelle, Mathieu et Antoine vont avoir bien besoin. Car ce matin, ils viennent d'être appelés sur une intervention difficile. Donc là, on part sur une douleur thoracique d'un homme de 49 ans avec décompression cardiaque dans un cabinet médical. Donc déjà pris en charge par le médecin et donc il y a une souffrance cardiaque sur l'électrocardiogramme. C'est une urgence absolue. Le médecin généraliste a identifié un infarctus. Une artère s'est bouchée et le cœur risque de s'arrêter. Direction la commune de Lezé, à plus de 45 km à l'est de Niort. Antoine, l'ambulancier, met le pied au plancher. Chaque minute compte. Effectivement, dans l'infarctus, plus on agit vite, mieux c'est. Donc là, avec un délai de 45 minutes, 30 minutes, demi-heure, il y a toujours un risque pour le patient et un pronostic un peu plus engagé. Les pompiers ont déjà installé la victime dans l'ambulance. L'homme souffre depuis 4 jours. Mais à 6 h du matin, la douleur est devenue insupportable. Bonjour monsieur. Ça date de quand la douleur thoracique en fait monsieur? Depuis mardi. Mardi. Donc la douleur, elle vous serre à la poitrine? Ouais, c'est plus... D'accord. Elle est permanente là? Ouais, c'est plus là. D'accord. Il a encore... Pâleur du visage, transpiration, forte douleur à la poitrine, tous les signes d'un infarctus. Pour s'en assurer, il réalise un nouvel électrocardiogramme. Bougez plus, vous respirez tranquillement. On fait l'enregistrement de votre cœur. Les résultats ne sont pas bons et confirment le diagnostic du médecin généraliste. Donc oui, effectivement, c'est un infarctus qui est constitué donc, avec des signes d'infarctus et de souffrance aiguë. Donc là, on ne fera que l'aspégique pour l'instant et on mettra perfagormorphine. D'accord. Première urgence, soulager la douleur du patient. Là, je fais la première injection de morphine, d'accord? Et puis, vous me redites dans 2-3 minutes ce que ça donne si votre douleur est un petit peu moins importante, d'accord? L'homme est conscient. Il faut au plus vite l'emmener à l'hôpital pour tenter de déboucher ses artères. Allez, go! Effectivement, là, il y a un pronostic vital qui est engagé, avec un cœur qui est affaibli. Et donc, on va quand même gagner du temps pour essayer de récupérer le maximum de cellules cardiaques, en sachant qu'on a quand même une perte de chance non négligeable. Une course contre la montre s'engage, car à tout moment, le cœur du patient peut s'arrêter. Et Mathieu ne peut administrer la panoplie classique de médicaments dont il dispose en pareil cas, car les risques d'hémorragie seraient trop grands. L'homme a trop attendu avant de se faire soigner. Mathieu le sermonne gentiment. Dès que vous avez une douleur thoracique, il ne faut pas hésiter à consulter aux urgences au moins ou à appeler le 15. Parce que là votre cœur, il souffre en fait. Je sais. Il aurait fallu venir plus tôt à l'hôpital. Ah oui, je suis têtu. C'est vrai? Ouais. C'est votre femme qui le dit? Là, quand je rentre à la maison, ça va... Ça va barder? C'est vrai? Pour la Saint-Valentin. En plus pour la Saint-Valentin, ouais. L'homme plaisante, mais tout à coup son état s'aggrave. Sa tension chute. Il se met à transpirer. Des signes qui alertent Mathieu. Vous êtes toujours chaud comme ça? Non. Non, pas de vrai. Monsieur est bien blanc et il a des marbrures sur le ventre. Dû au fait que son cœur pompe mal et en fait ne suffit plus à irriguer les organes. Monsieur, ça va? Le patient est sur le fil du rasoir. Mathieu ne le quitte pas des yeux. Mais on a des petits coups de stress, ça fait partie du job, mais c'est pas forcément plus simple à gérer. Il y a la réalité des référentiels, puis il y a la réalité du terrain. Et des fois, on est entre les deux et on doit prendre des décisions rapides. Donc on doit être vraiment sûr de nous, quoi.
Avec ce patient, Mathieu sait que tout peut basculer en quelques minutes. Enfin, l'ambulance arrive à l'hôpital. Pour gagner du temps, les équipes de cardiologie ont été prévenues et sont prêtes à recevoir le patient. Bonjour. Direction la salle de coronarographie où le docteur Lucas et son équipe prennent le relais. On va vous recouvrir, monsieur, hein. 2 petites secondes. Le cardiologue espère pouvoir déboucher les artères du patient. Pas d'anesthésie générale, l'homme reste conscient. Le médecin introduit de petits guides dans les veines pour remonter jusqu'au cœur. Une intervention réalisée sous radiographie. Alors, je suis obligé de passer par l'artère fémorale parce que vous n'avez pas les artères des bras suffisamment bien perçues et on n'a pas trop le temps de chercher ces artères. Donc on va directement à l'essentiel parce qu'on est assez pressé. Le cardiologue commence par la coronaire gauche, une artère majeure qui irrigue une grande partie du cœur. Et ce qu'il découvre confirme ses inquiétudes. Donc effectivement, on a une maladie coronarienne évoluée. La coronaire gauche fournit 2 branches. La première est bouchée. Elle est bouchée peut-être depuis longtemps. Et la deuxième branche de la coronaire gauche, c'est quant à elle rétrécit de manière extrêmement importante. 90% à son origine, juste là. Le cœur ne reçoit presque plus de sang par cette coronaire. Les lésions sont trop anciennes pour que le cardiologue puisse intervenir. Je suis pas sûr qu'on aille sur un geste. Parce que... Mais il ne renonce pas. Il inspecte l'autre coronaire. On va voir comment est la coronaire droite, quel type de lésion. Sauf que la première image radio est sans appel. Une JR4, ouais, c'est bien bouché. C'est une situation qui est quand même assez critique. Les 2 artères sont quasiment invisibles sur la radiographie parce qu'elles sont presque totalement obstruées. Seul 20% du sang arrive encore à passer. Mais le cardiologue ne veut pas baisser les bras. Il fait une ultime tentative. Bon, on va déboucher la droite. A priori, ça a l'air d'être assez récent. Il tente de déboucher l'artère droite à l'aide d'un stent, un petit ressort. Mais il rencontre un problème. Impossible de franchir la lésion qui bouche l'artère. On va pas y arriver. Je pense que là, c'est mal parti. Sinon, ça risque d'être difficile. C'est-à-dire que le guide ne passe pas dans la lésion, mais il passe sous la lésion. Et donc, c'est pas le bon chemin. S'il insiste trop, il risque d'endommager le vaisseau et de créer une hémorragie. Test. Ah non, il faut arrêter là. Après plusieurs tentatives, il doit se résoudre à abandonner. Vous m'entendez? Oui. Bon, j'ai pas une bonne nouvelle. Vos artères sont bouchées. Oui. Elles sont abîmées depuis très longtemps. Ok. Et donc, on ne parviendra pas à déboucher l'artère qui s'est bouchée mardi. On intervient un peu tard. Voilà. Donc, on va faire le bilan. Il est possible qu'en fonction des résultats du bilan, on vous oriente assez rapidement sur un service de chirurgie cardiaque pour un triple pontage. Vous comprenez? Oui, vous m'avez suivi là? Oui, oui. D'accord. Face à la gravité de la situation, il faut envisager une chirurgie très lourde. Une opération des coronaires à cœur ouvert, le triple pontage. Alors vous avez toujours mal ou pas? Ah bah non, ça va. Mais avant, il faut vérifier que le cœur n'est pas trop endommagé. Sinon, cette opération risquée ne servirait à rien. Seule l'échographie cardiaque permettra d'y voir plus clair. On va jeter un coup d'œil à l'écho, votre cœur. Et le résultat n'est pas bon. En général, un cœur sain expulse 60% du sang. Le sien, 15% seulement. Beaucoup de cellules cardiaques sont définitivement mortes. On se trouve malheureusement avec un état de cœur un état actuel qui est précaire, qui est très précaire, faut le dire. On ne parle pas d'un angle encarné là, on parle de votre cœur qui est vraiment en très très mauvais état. Et pas depuis hier, ça date déjà depuis quelques mois, peut-être même plus. À ce point, c'est du costaud? Il faut le dire, ouais.
Avec moi, c'est tout ou rien, donc... Ah, là, vous avez tout. Même la solution du triple pontage n'est plus envisageable. Ce patient va devoir attendre une greffe de cœur. En quelques heures, l'avenir de cet homme s'est très sérieusement assombri. Mais ça fait bizarre. Là, d'un seul coup, de se retrouver comme ça, je me suis dit, bon, c'est peut-être un petit problème de poumon, je suis fumeur, mais là, de tout à tout, il est hors de question que je baisse les bras. Ça, c'est pas mon cas. Je n'ai pas été élevé comme ça. Oh non. Une force de la nature qui tout à coup se retrouve à genoux. Il va falloir prendre des placettes pour prévenir ma femme. La pauvre, je suis terrifié. Autant pour moi, ça me dérange pas. Pour moi, ça me dérange pas, personnellement. Mais la pauvre, stressée comme elle est, elle va bien m'engueuler. Non. Allez, on y croit. Faut y croire, sinon on n'avance pas. Donc, on va avancer. Le malade est transféré en hélicoptère à l'hôpital de Poitiers. Petit miracle, après 1 mois en service de réanimation cardiaque, il est rentré chez lui. L'homme est inscrit sur la liste des 25 000 malades en attente d'un don d'organes. Cette année, Cécile, Michael, Mathieu et leurs collègues sont venus en aide à plus de 10 patients chaque jour. Une augmentation de 20% en 10 ans. Parmi ces malades, nombreux sont ceux qui leur doivent la vie.